Et bon. Voilà. Donc on reprend. Et je trouve finalement, pas pour toujours positiver les choses, mais que on est vraiment, c'est la première année qu'on fait ça. On est en situation réelle. Et les problèmes que ça pose laissent bien imaginer ce qui est la difficulté parfois d'un enseignant dans sa classe. Donc je pense que ça n'est pas si mal que ça, que les choses n'aillent pas bien du premier coup. En tout cas, merci beaucoup à Marcel de sa patience, de sa résistance et d'avoir accepté cet exercice de haute voltige pour être avec nous. Donc voilà, maintenant tout le monde est à l'écoute. Ce que j'ai prévu de faire, c'est quand même, on a besoin, on dit toujours, de médiateurs. Et là, en l'occurrence, le médiateur, c'est moi qui vais jouer ce rôle-là. Mais je vais essayer de donner, si tu en es d'accord, les quelques questions. Enfin, j'ai rassemblé les questions qui ont été posées sur Twitter et d'en donner un peu les points émergents. Et puis, après, si tu veux développer autre chose, il n'y a aucun problème. On a 1h30 devant nous, il est 11h. Donc, il me semble que les questions tournent beaucoup autour du rôle du professeur et de sa présence auprès des élèves. Même si ce que tu nous as présenté dans la courte vidéo qui résume toute ta réflexion, c'est quelque chose qui est au niveau de l'université. Mais là, on va surtout réfléchir au niveau des élèves, du scolaire. Donc, selon toi, quelle est la nouvelle posture pour le maître? Est-ce que son métier est en train de changer? Est-ce que sa manière de transmettre est véritablement modifiée? Comment caractériser ce rôle du maître dans ce nouvel environnement inversé? Bien. Un coup de signe pour voir si vous m'entendez bien. Voilà, ça c'est de l'interactivité. Bon, évidemment, cette question, c'est un peu comme un fil d'Ariane, je dirais. Le problème des classes inversées, on peut le prendre par de multiples bouts. Hein. Je pense que c'est ça finalement l'intérêt du concept. C'est-à-dire, on aurait pu tout aussi bien partir du rapport des savoirs avec les compétences, on aurait pu partir de l'enseigner, je veux dire, de la transmission des savoirs jusqu'à l'accompagnement des apprentissages. Et tout de suite, vous voyez dans mon discours, et la question m'invite à répondre ainsi, c'est que je ne fais pas évidemment une attaque contre le comportement des humains, mais nous avons vraiment tendance à vouloir polariser. On parle souvent des classes inversées un peu comme quelque chose qui serait contre, opposé. D'ailleurs, le mot inversé fait beaucoup de tort, je pense, à cela, qui serait opposé à toute forme de transmission des savoirs, etc. Moi, ce que je dis, c'est que on devrait, pour aider à la réflexion, passer d'un concept d'apprentissage qui serait quelque chose de réservé aux élèves. Les élèves doivent apprendre à un concept d'apprentissage beaucoup plus élargi. Vous venez à ce colloque Écritech aujourd'hui, non pas pour écouter des conférences, mais pour essayer d'apprendre et d'apprendre toujours avec d'autres, avec des autres, etc., etc. On dit la société apprend. Alors, il faut faire attention à ce mot. Je vous donne un exemple. Nous prenons le concept piagétien. Vous savez, Jean Piaget disait dans l'apprentissage, je résume très fort, il y a deux stades. Il y a celui de l'assimilation, similis. Assimilation, c'est comme la substitution. On utilise le numérique pour faire les mêmes choses qu'avant. Vous voyez un peu cette transposition. Et il y a aussi l'accommodation qui nous invite finalement non pas à maintenir nos structures comme celles qui étaient déjà là, mais à les faire évoluer. On pourrait penser à une comparaison entre assimilation, accommodation, innovation de maintien, innovation de rupture.
Alors vous voyez, volontairement, j'utilise des termes de l'école, l'assimilation, l'accommodation piagétienne, pour parler de termes plus sociétaux comme l'innovation, le maintien de rupture, etc., pour bien vous montrer que l'apprentissage, ce n'est pas qu'un truc de l'école comme nous l'entendons, mais notre société devient finalement une sorte d'école où potentiellement nous allons pouvoir apprendre. Il n'y a pas d'automatisme dans l'apprentissage des élèves, ça se saurait. Il n'y a pas d'automatisme dans votre apprentissage non plus. Il va falloir y aller, il va falloir oser expérimenter et s'il vous plaît, ne pas toujours vouloir peser ce que j'appelle volontiers le côté clair et le côté obscur, ce qui était bien dans le traditionnel, ce qui n'est pas bien dans l'innovation, ce qui est bien dans l'innovation, ce qui n'est pas bien dans le traditionnel, mais voir ça vraiment comme un processus d'hybridation et d'évolution. Il n'y a rien à faire, notre société évolue parce que les humains que nous sommes la font évoluer au travers des outils que nous créons nous-mêmes, mais il n'en reste que votre enseignement en classe est potentiellement une occasion pour les élèves d'apprendre. Et vous savez bien que ça ne marche pas toujours. Les classes inversées, n'attendez pas que ce soit enfin le processus qui va permettre à tous les élèves d'apprendre. On va apprendre d'autres choses. On va bien sûr continuer à apprendre le calcul, l'écriture, le français, etc., etc. Mais les outils, quand même, nous les créons pour créer de nouveaux espaces de liberté, pour, si on veut, se libérer de certaines contraintes. Et une fois que nous avons créé ces outils, nous avons un peu peur d'y aller. Alors non, je suis tout à fait dans l'idée de Michel Serres qui dit avec les technologies, vous savez, ces histoires-là, on n'a pas le cerveau libre, on n'a pas le cerveau vide, on a un cerveau libre. Et toutes les résistances que j'entends à propos des classes inversées relèvent de cette crainte, finalement, on ne sait pas dans quel monde on va. Et ça, c'est une autre thématique, c'est celle du déterminisme. On aimerait tellement, à partir des signaux que nous recevons, les nouveaux besoins, les nécessités de la société, l'appel aux compétences transversales, pouvoir mettre en place de manière déterministe et rationnelle une nouvelle école, une nouvelle façon de faire, etc. Et malheureusement, et c'est un scientifique pur et dur qui vous parle, puisqu'il y a très longtemps, j'étais physicien. Si le déterminisme fonctionne bien avec les particules élémentaires et les planètes, malheureusement, il ne fonctionne pas avec les humains, et c'est un peu quand même une pique envers les sciences de l'éducation, qui ont adopté les schémas du déterminisme. Est-ce que si on fait telle chose dans la classe, alors il va se passer telle chose? Malheureusement, nous sommes dans des systèmes complexes. Le déterminisme laplacien a été complété, j'ai pas été remplacé, par des théories beaucoup plus statistiques, les théories du chaos, les éléments de Prigogine, même de Poincaré si vous voulez. Et donc, nous sommes dans des systèmes complexes et la solution ne viendra pas d'un input, si vous voulez, d'une entrée d'une technologie comme le TBI, les tablettes et même la classe inversée, parce que nous sommes dans des systèmes complexes et donc nous allons devoir apprendre à agir sur plusieurs paramètres en même temps qui touchent le rapport au savoir, le rapport au livre, qui a quand même encore, il est toujours là, hein, on parle de l'écriture interventionniste ou de la lecture interventionniste, etc. Et donc, je vois beaucoup plus ça comme un phénomène d'hybridation
On ne va pas passer de la classe à la classe inversée en une fois. Il va y avoir des chemins de l'innovation qui sont en train de se tracer maintenant. Alors, si vous avez compris tout ça, pour en revenir à la question de Catherine, ben oui, dans une certaine société, mais avouez quand même, elle remonte, dit-on, à l'invention de l'imprimerie, mais elle remonte bien plus avant que ça, parce qu'il s'agit encore de la tradition orale, finalement, qui prédomine. Nous avons eu du mal à l'école à utiliser le livre et le manuel, finalement. Beaucoup d'enseignants sont contents de faire quelques photocopies des pages intéressantes des manuels. Et nous sommes là face à une société où on passe de l'enseigner, donc de la tradition orale, vers de la reproduction. Hein. La tradition orale, c'était apprendre les textes par cœur, dans un certain contexte évidemment, pour pouvoir les répéter à son tour d'une autre façon. Donc on passe d'une société de la répétition, de la transmission, de la reproduction, à une société beaucoup plus ouverte. Pardi, nous inventons des outils qui nous ouvrent des espaces de liberté, et ils sont là, et nos jeunes, et vous aussi d'ailleurs, nos jeunes les ont très bien compris, et donc clairement, le rôle de l'enseignant passe du transmetteur, du maître instruit, on pourrait dire, du technicien, le technicien qui applique des méthodes pédagogiques, hein, vous voyez, l'application de méthodes, de nouveau ce déterminisme qui est là, vers, on le sait bien, des accompagnateurs d'apprentissage, des personnes qui vont créer des situations dans lesquelles les élèves vont pouvoir apprendre. Remarquez bien que la formule n'est pas légère, hein. Passer de l'enseignement transmissif à l'idée d'un enseignant qui donne, qui offre, qui propose des situations dans lesquelles les élèves vont apprendre. L'enseignant sera aussi un chef d'orchestre, un scénariste. Comme je dis souvent, ne comprenez pas mal, pas un chef d'orchestre symphonique, mais un chef d'orchestre d'un orchestre de jazz. C'est-à-dire qu'il est capable, en fonction des potentiels et des moments dans la mélodie, si vous voulez, qui sortent par ces musiciens, d'épingler, je ne sais pas, le trompettiste et de lui dire « vas-y toi ». Et je pense que nous passons de cela à cela, et je pense que c'est une bonne chose, parce que comme je le dis souvent, on peut sourire, mais c'est quand même la clé fondamentale, hein. On ne peut pas apprendre à quelqu'un. Stop. C'est tout. Malheureusement, voyez-vous, la grosse différence entre les latins francophones et les anglo-saxons, c'est qu'en français, regardez le dictionnaire, on peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Ce qui est pour moi quelque chose d'aberrant. C'est la personne qui va apprendre. Par contre, dans la langue anglaise, le learning, c'est-à-dire l'appropriation, et le teaching, c'est-à-dire la transmission ou la construction de dispositifs, sont nettement séparés. On ne dit pas en anglais « to learn something to someone ». Ça n'existe pas. Si vous regardez dans les dictionnaires anglais, ça m'a toujours fait sourire, la formule « to learn something to someone », apprendre quelque chose à quelqu'un, est considérée comme des paroles argotiques et relevant de personnes de faible éducation. Vous en ferez ce que vous voulez, mais pour moi, la grosse différence entre ces anglo-saxons dont nous voulons nous distancier, mais dont nous adoptons finalement toutes les méthodes, les flipped classroom, l'apprentissage par problème, l'étude de cas de Harvard, etc., nous en sommes friands, quelque part, et malgré tout, dans notre vocabulaire même, nous faisons une erreur en termes d'apprentissage. Encore une fois,
fois, nous ne distinguons pas apprendre et enseigner. Enseigner quelque chose à quelqu'un, apprendre quelque chose à quelqu'un, un peu comme si l'enseignement et l'apprentissage c'était la même chose. J'enseigne, donc ils apprennent. Mais bon Dieu, est-ce qu'on va arrêter avec des philosophies comme ça, quand on voit qu'à certains niveaux d'études, on a des 50% de réussite, des 30% de réussite, et encore, au niveau d'un certain type d'évaluation qui touche essentiellement à des savoirs, parce que nous sommes encore peu armés pour pouvoir évaluer des compétences transversales comme l'esprit critique, le travail en équipe et tout. Donc, ma réponse a été longue, elle aurait pu être beaucoup plus brève. Chère Catherine, nous passons de transmetteurs de savoir de génération en génération à accompagnateurs d'apprentissage. Je vous signale pour terminer que ça va très vite. L'écriture, l'invention de l'écriture, elle est environ à 200 générations de nous. Je parle de génération en termes de généalogie, si vous voulez. 200 générations de nous. L'imprimé, c'est 20 générations de nous. Et le numérique, une génération. Une génération. Autrement dit, si le chêne de la reproduction à l'infini, etc., de connaissances immuables, éternelles, etc., a été le lot de l'humanité pendant des siècles, c'en est terminé. L'école appartient à cette société-là. L'école doit donc équiper les jeunes pour vivre dans cette société-là.